Les bonnes pratiques pour le montage d'un projet participatif, comment mener une démarche de co-construction avec les parties prenantes, les écueils à éviter. Merci d'accueillir Camilla Andrade, Oriane Guillou, Pascal Freclet et Sophie Raous, mesdames, messieurs. Vous auriez pu les applaudir quand même, c'est pas sympa. Voilà. Sophie Raous en face de moi, vous êtes la coordinatrice de l'Association française pour l'étude du sol. Je ne vous connais. Alors Camille Andrade, c'est vous, voilà, Viginature, Muséum national d'histoire naturelle. Oriane Guillou, c'est vous. Ah bah, vous êtes dans l'ordre. Terre de Liens, Bourgogne-Franche-Comté, et Pascal Freclet, INRAE, Nancy, et vous représentez tous chercheurs Lumini. Vous faites le grand écart, vous, géographique. Bon, c'était assez facile. Camille Andrade, c'est sans doute Viginature qui a la plus longue expérience en matière de participatif. Est-ce que, à ce stade, vous pouvez faire un... Bah déjà, ça remonte à quand les premières... c'est le programme Stock, hein? Oui, le programme Stock, du coup, il date de 1989, donc il a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, donc Viginature, c'est un ensemble d'une quinzaine de programmes de sciences participatives à destination de différents publics, donc des publics scolaires, le monde agricole, les naturalistes, le grand public, les gestionnaires d'espaces verts. Oui, vous allez loin. Vous couvrez à peu près tout. Ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi ça a démarré. Pourquoi en 89, des chercheurs du muséum ont voulu faire appel aux ornithologues amateurs. C'est pas une question piège, hein, j'ai pas la réponse. Il y avait déjà un besoin de sciences participatives il y a une trentaine d'années, parce qu'on a l'impression que c'est tout récent, cette affaire-là. Oui, il y avait un constat déjà d'inquiétude autour des oiseaux. Je pense que le monde agricole, enfin en tout cas le monde agricole, pardon, la journée dense et le monde de l'ornithologie, en tout cas, était assez préoccupé, peut-être assez bien organisé pour lancer ces observatoires, avec en plus une pratique naturaliste et des passionnés qui pratiquent l'ornithologie. Et qui, pour le coup, ne risque pas de mal interpréter une espèce. En tout cas, la qualité de la donnée, elle est là, et elle est là. Oui, en tout cas, le stock, le suivi temporel des oiseaux communs, c'est un observatoire à destination des ornithologues amateurs, mais qui peuvent identifier la majorité des espèces. Alors, pourquoi ça a marché? Pourquoi ça continue depuis 30 ans? Qu'est-ce qui a fait que vous avez tout réussi chez Viginature sur tous vos programmes? Je ne crois pas qu'on ait tout réussi sur tous nos programmes. Ça ne durerait pas sinon. En fait, c'est très variable en fonction des observatoires. Vraiment, si on parle que du stock, je pense que les ornithologues sont des gens qui sont très passionnés par leur loisir d'ornithologie. Mais après, c'est très variable en fonction des programmes. Et si on devait faire un retour d'expérience de mise en place d'observatoires de sciences participatives, je pense qu'il y aurait pratiquement autant de retours d'expérience qu'il y a d'observatoires. Là, sur la quinzaine d'observatoires dont je vous parlais, ils ont tous été montés de manière différente, avec des partenariats différents, avec des besoins qui émanaient soit de la recherche, soit plutôt du terrain. Et ils ont été montés différemment, donc ils ont aussi rencontré des écueils différents. Donc je pense que... Lesquels, par exemple? Est-ce qu'il y a des écueils qui reviennent régulièrement? Alors moi, en fait, si je devais donner un conseil pour monter un observatoire de sciences participatives, moi en tout cas, je suis très attachée. Après, peut-être que Anne Dezière, qui est directrice de Viginature, complétera. Moi, je pense très important cette question de la co-construction, co-conception, parce qu'en fait, il y a il faut. C'est-à-dire, vous construisez un programme en amont, au préalable, avec les gens que vous visez. Oui. Et comment vous faites? Tous les programmes, mais en fait, on l'a vu aussi un peu ce matin, tous les programmes se font en partenariat avec
soit des institutions, soit des associations, soit le monde professionnel. Et donc, je pense que c'est très important de prendre en compte pendant cette co-construction en amont et aussi tout au long de la vie d'un programme la diversité des acteurs, la diversité des besoins, des objectifs. Ça peut être de la recherche, de la sensibilisation, de la pédagogie, du pilotage. Donc une diversité d'acteurs, de besoins, une diversité d'échelles aussi. Alors moi j'ai beaucoup travaillé je coordonnais des observatoires en milieu agricole et on n'a pas du tout les mêmes questionnements, les mêmes besoins au niveau, par exemple, du ministère de l'Agriculture que des relais locaux qui vont être par exemple les chambres d'agriculture ou les agriculteurs qui ne se posent pas les mêmes questions et les chercheurs. Et donc je pense que c'est très important de pouvoir faire cohabiter ces différents besoins. En tout cas, c'est différent. Et réussir à répondre un peu aux objectifs de tout le monde. Ça, c'est vraiment le défi. C'est compliqué, ça. C'est l'essentiel de la démocratie, c'est difficile. Oui, mais si je devais si je devais donner un conseil, ce serait peut-être un peu celui-là. Et dans ce souci de dialogue et alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de langage commun entre agriculteurs et chercheurs. Voilà, il y a cette, je pense qu'il faut, il y a cette, je vais dire le mot d'honnêteté sur ce qu'on va pouvoir faire dire aux données, ce qu'on ne pourra pas leur faire dire. C'est-à-dire, il ne faut pas faire de fausses promesses aux gens. Oui, ou laisser entendre. Alors, voilà, pour donner un exemple d'écueil peut-être, au niveau des observatoires sur, par exemple, les gestionnaires d'espaces verts ou sur le milieu agricole, peut-être qu'on a... En tout cas, je ne sais pas si c'était un problème de compréhension où on a laissé entendre qu'on pourrait peut-être faire du pilotage, utiliser les données pour faire du conseil agricole, du pilotage d'espace. Et c'était des observatoires qui ont été conçus pour des valorisations à l'échelle nationale de la recherche sur du long terme. Donc là, on a cette échelle spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'on a des observateurs qui vont avoir besoin d'outils localement, d'indicateurs locaux à court terme, et la recherche qui produit plutôt sur du long terme et à des échelles plus larges. D'accord. Pascal Fréclette, vous en avez montré... faites-nous un peu l'article quand même sur tous ces chercheurs. Pourquoi avoir créé cette association ? Oui, je sais. Je vais prendre le micro. Ce n'est pas moi qui ai créé l'association à Marseille, c'est ma collègue Constance Hamon qui aujourd'hui est retraitée en 2004. Donc l'objectif de départ, c'était de permettre à des élèves collégiens et lycéens de pouvoir rentrer dans un vrai laboratoire pour apprendre la recherche et la démarche de recherche en faisant, avec des vrais équipements de laboratoire. Parce que l'éducation nationale ne le fait pas, n'apprend pas la démarche scientifique ? C'est pas au même niveau. Dans l'éducation nationale, il y a effectivement une éducation à la démarche de recherche, mais le temps qui leur est loué pour pouvoir mettre en œuvre est souvent assez court. Donc on ne peut pas développer toutes les étapes. Et souvent, l'étape première qui est essentielle, c'est le questionnement. La mise en contexte ne se fait pas forcément... toujours dans les bonnes conditions. Et puis, il y a la dimension utiliser des vrais équipements de recherche. Et donc, ces laboratoires, il y en a actuellement 4, donc un à Marseille, et puis on en a créé 3 en Lorraine, sur des disciplines qui sont assez larges. Ça va de tout ce qui est énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, jusqu'à la biologie et la santé, en passant par microbiologie, biologie végétale forestière, qualité de l'eau et de l'environnement. Donc dans ces domaines-là, en fait, on donne l'opportunité à des scolaires, mais maintenant aussi beaucoup de citoyens, un groupe de citoyens, de venir se questionner sur une problématique qui les préoccupe et d'aller jusqu'à expérimenter en ayant imaginé le protocole pour pouvoir obtenir des résultats. C'est eux qui l'imaginent le protocole, mais de manière, avec vous, de manière concertée, oui, avec un encadrement scientifique rapproché. C'est ça qui nous caractérise. Et vous leur vendez quoi, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Vous leur dites, vous allez être chercheur, vous allez travailler comme des chercheurs, ou non, c'est juste pour un peu désacraliser la recherche, c'est désacraliser la blouse blanche, vous allez apprendre avant tout pour vous. Alors nous, on n'a rien à leur vendre. Voilà. C'est une structure qui est à l'appui d'un certain nombre de projets
Ça peut être des projets de l'éducation nationale dans cette dynamique de faire connaître ce que c'est de la recherche de l'intérieur, participer à des projets de recherche en cours, mais pas forcément. Donc, apprendre en faisant. Et puis, on a aussi, on accompagne des projets de recherche participative, dont un a été présenté ce matin, le projet Clé de Sol, et un autre dont on n'a pas parlé, qui nous occupe beaucoup, qui est un projet sur la problématique des maladies vectorielles à tiques. Donc, on va en parler juste. Voilà. Et donc là, on est à l'appui de ces projets de recherche, et la structure Tous Chercheurs permet d'accueillir alors soit des groupes de non-scientifiques qui sont là pour essayer de nous aider à mettre en place des protocoles qui vont aider à collecter de la donnée dans le cadre d'une cartographie plus précise des sols, comme c'est dans le Clé-Sol. Et dans le cadre de ce programme CITIC, on est vraiment dans l'obtention de connaissances nouvelles qui sont générées, y compris par une démarche en laboratoire de recherche avec des vrais équipements de recherche. Et là, on est vraiment dans une phase de co-construction avec les citoyens des questions de recherche qu'on peut aborder de manière relativement ouverte, parce qu'à côté de ça, on a énormément de données. Et ça a été dit ce matin, c'est qu'on quitte un peu la démarche hypothético-déductive. On est aussi dans une démarche où l'observation de la donnée génère une question nouvelle, et on va essayer de l'appréhender avec des vrais équipements de recherche. Alors, vous l'avez abordé, j'allais vous faire intervenir dessus, sur l'éthique, justement. Moi, je trouve ça fascinant. Les gens ont peur d'éthique. Puisque vous avez peur, allez-y, participez à l'effort de recherche. Dites-nous ce qui vous est arrivé, récupérez la tête d'éthique, envoyez-la nous, et on caractérisera mieux l'infestation, je ne sais pas comment il faut parler d'éthique, et dans le cadre de l'étude de la maladie de Lyme. Allez-y. C'est venu de où? Alors, c'est une démarche en 5 points. Pour les citoyens. Oui, parce que en fait, dans ce programme de recherche participative, au départ, on est vraiment parti d'une préoccupation des citoyens face à ces problématiques de maladies vectorielles à tiques, dont la maladie de Lyme, dont on entend beaucoup parler, qui reste une problématique de santé malheureusement controversée, sur laquelle il y a énormément de débats. Et l'idée, c'était de se placer sur un autre plan, un plan d'objectivité scientifique, pour retrouver un dialogue et un partage plus serein sur ces questions-là. Donc d'un côté, les citoyens qui s'inquiètent de leur santé ne savent pas toujours comment faire pour se protéger au mieux. Et de l'autre, la recherche qui, déjà à l'époque, on a commencé à réfléchir à ce projet en 2016 et on l'a lancé en 2017, se questionnait aussi beaucoup sur des données qui ne leur étaient pas accessibles, notamment les tiques qui piquent, pour avancer sur les questions de la prévention vis-à-vis des piqûres de tiques et la connaissance du risque infectieux. Parce qu'on se pose la question de savoir si les tiques qui piquent les êtres humains ou les animaux sont contaminés ou portent les mêmes agents pathogènes que ce que l'on peut trouver dans les tiques qui sont libres dans l'environnement, qui, elles, sont accessibles aux chercheurs. Donc on a lancé ce projet pour essayer d'en savoir plus, donc collecter beaucoup de données pour avoir accès à ces informations, donc des signalements de piqûres et aussi des tiques qu'on a mis en collection. Donc, grâce à l'application, un site web ou des formulaires papier. Donc j'ai été piqué jeudi à quel moment, enfin jeudi, c'est pas le jour de la semaine, à quel moment, quand, qui. où, voilà, où, quand, qui. Ensuite, je récupère la tique si je peux le faire. C'est ça. Et je l'envoie. Je l'envoie et elle arrive au labo Tous Chercheurs à Nancy, où elle est stockée. Et elle va servir à traiter une multitude de questions de recherche nouvelles qui sont portées par nous en propre ou par des chercheurs avec qui on travaille en tant que facilitateur. Voilà. Et ça peut être des collègues français, mais ça peut être des collègues à l'étranger qui nous disent: dans votre catalogue de tiques, j'aimerais la tique numéro machin parce qu'elle présente des caractéristiques écologiques qui m'intéressent pour aborder une question nouvelle. Et vous m'avez dit 75 000 cas, c'est ça, qui vous ont été rapportés. 75 000 piqûres. Signalement de piqûres, Signalement de oui, piqûres. Depuis qu'on a lancé en juillet 2017. Ouais. Et est-ce qu'il y a un retour auprès des gens qui vous ont envoyé ces cas? Est-ce que vous mesurez l'impact que ça peut avoir en retour sur eux? Est-ce que ça les rassure? Est-ce que ça leur fait voir la TIC, l'écologie, la science différemment? Alors les retours, c'est difficile de les mesurer au stade où on en est. On commence à le faire avec des collègues en sciences humaines, notamment de l'Université de Lyon. Après, on a des retours informels, notamment dans la gradation des niveaux d'implication des citoyens dans ce programme. Ils peuvent venir justement à Nancy au labo Tous Chercheurs pour participer à des stages de recherche dans lesquels ils vont être pourvoyeurs des questions de recherche, analyser le matériel, voilà, non pas leur propre éthique, mais analyser du matériel qui a été envoyé par d'autres, apporter des connaissances nouvelles. Et là, on a toute la convivialité de ces moments passés ensemble qui nous permettent de comprendre comment les gens venant avec
une posture donnée au départ du stage s'en vont avec une autre posture et sont effectivement enthousiastes pour 100% des cas vis-à-vis de l'expérience qu'ils ont vécue et aussi de ce temps d'imprégnation, d'implication dans un projet de recherche où ils sont contributeurs, puisque on ne génère pas une connaissance nouvelle à l'occasion d'un seul stage. C'est une vingtaine de stages qu'on a organisés sur une question qui a été partagée entre tous les stagiaires, qui à l'heure actuelle fait l'objet d'une première publication qui ne s'appuie que sur les données qui ont été obtenues dans ce cadre-là. Donc tous les gens ne sont pas cités, je suppose, mais en tout cas... On espère se poser la question de comment on valorise et qui on remercie, mais c'est sûr que ça, pour nous, ça va être essentiel de pouvoir valoriser le temps de travail et l'implication de tous ces citoyens. C'est à la fois des citoyens et des scolaires, puisque là, typiquement, il y a des classes de collégiens et de lycéens qui se sont succédés aussi sur le projet pour en arriver à cette connaissance nouvelle qui a été générée grâce à ça. Et vous avez employé un mot intéressant, posture. Le but, c'est que chacun tombe de sa posture. Moi, de citoyen un peu effrayé par l'aura de la recherche, et moi, chercheur, je retire la blouse blanche. Voilà, je suis pas au-dessus des autres. Je me mets au niveau du citoyen qui vient me voir. C'est ça la clé du succès ? Pour nous, c'est hyper important, effectivement, de permettre et d'opérer ce changement de posture mutuelle quand on accueille à la fois des tuteurs scientifiques et à la fois ces citoyens ou ces élèves. Même les espaces sont conçus pour permettre des moments de convivialité qui permettent justement que chacun quitte sa posture habituelle et se retrouve dans un entre-deux et que cette rencontre puisse se faire. Et ce qui est essentiel dans ce changement de posture, c'est aussi les temps d'échange informels et notamment ce que nous, on appelle les partages de savoir. Enfin, il y a la connaissance scientifique apportée par les tuteurs et puis il y a surtout beaucoup d'expériences, de savoir profane, expérientiel. Et sur la question d'éthique, c'est une mine d'informations incroyable pour générer des questions nouvelles. Mais les citoyens ne viennent pas avec des questions des questions de recherche, ils viennent avec une problématique. C'est à nous et avec eux de définir des questions sur lesquelles on va pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'ils vous demandent par exemple ? Je peux citer la question sur laquelle on a travaillé justement à l'occasion de ces différents stages. C'est la question du risque que représentent les tiques qui piquent les animaux de compagnie par rapport à la santé de la famille qui a un chat, un chien. Est-ce que ces tiques sont dangereuses pour moi ? Ça, c'est une question qui vient d'eux, qui ne vient pas de la recherche, d'accord. Oui. Et qui maintenant devient une problématique de recherche puisqu'il y a un labo spécialiste qui a lancé une thèse là-dessus depuis. Sophie Raouz, vous, dans une ancienne vie, vous étiez à la tête de l'IRD2, l'Institut régional du développement durable. C'est vous qui aviez monté cette conférence qui a tout changé, en tout cas je le pense, Seul contre tous, en 2014, ce colloque, pardon. Et alors vous étiez donc de l'autre côté de la barrière, et c'est vous qui, simple citoyenne, avez été à l'origine, finalement, d'un programme de sciences participatives, donc on est un peu à l'inverse de tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est facile. Oui, effectivement, moi j'étais plus donc à la fin de ma thèse, moi j'ai décidé d'arrêter la recherche pour en effet prendre ce poste qui était proposé en Normandie de coordination d'une association qui était cofondée par un conseil régional, donc de Basse-Normandie à l'époque, et l'université, et dont l'objet c'était de favoriser des projets collaboratifs entre élus et chercheurs sur tous les thèmes du développement durable. Et effectivement, la première commande, c'était un colloque sur l'acceptabilité des énergies marines renouvelables. Et c'était un one-shot, quoi. Il fallait faire une grand-messe pour éclairer les élus sur les impacts des énergies marines renouvelables, environnementaux, ça n'a pas été un économiques. succès, on n'en veut toujours pas en France. Non, ça n'a pas vraiment réussi, mais par contre, on s'est rendu compte, quoi, moi c'était le tout début de ma mission pour cet institut, que ça prend du temps et que les chercheurs peuvent amener un éclairage sur des problématiques. Et ça, faire entendre ça aux élus, c'était pas forcément évident. Ils attendaient des réponses et on leur donnait des éclairages et des nouvelles questions. Ça a été évoqué dans la table ronde précédente. Et finalement, au fur et à mesure du travail, où j'ai travaillé 10 ans dans cet institut, je me suis rendu compte de l'importance de ce langage commun entre chercheurs et élus, qui est vraiment compliqué. Arriver à accompagner les élus dans l'élaboration de politiques publiques à l'échelle locale, quoi. C'est pas forcément évident, et aussi parce que il y en a certains qui sont complètement hermétiques à cette connaissance. Quand on parle de risques littoraux, par exemple, on avait beaucoup de chercheurs sur le territoire en Normandie qui ne voulaient pas en entendre parler. Pourquoi ? Parce que tant que je ne sais pas, je peux ne rien faire.
Et tant que je n'ai pas l'information et que je ne suis pas au courant, je n'ai pas à faire, quoi. Et il y a aussi ce frein, moi, j'ai vraiment constaté dans plein de projets. C'est-à-dire, pardonnez-moi, ils attendaient d'avoir un gros niveau de certitude avant de s'intéresser au sujet, avant de le faire, justement. Ils refusaient le dialogue avec la recherche. Parce que ils savaient très bien que du moment où ils étaient conscients et ils avaient l'information, ils étaient obligés, ils avaient la responsabilité de protéger plus, d'arrêter de construire en milieu littoral, d'arrêter les permis de construire. Et donc ça, sur l'attractivité de leur territoire, ça pose question, quoi. Bon, ces problématiques de risques littoraux, ça pose plein de questions. Mais bref, il y a ce frein-là pour moi qui est important dans le côté amener la connaissance. Il y en a qui n'ont pas envie d'avoir cette connaissance. Et puis comment on leur donne envie alors, justement? Puis il y a un autre écueil aussi pour continuer là-dessus, c'est la difficulté quand on part d'une problématique de territoire, on voit émerger beaucoup de questions. Et pour faire le lien avec la recherche, il faut arriver à monter des collectifs pluridisciplinaires. Et ce travail pluridisciplinaire, il n'est pas forcément évident, où le chercheur lambda va amener son expertise scientifique sur un bout de la problématique, mais animer sur le long terme des collectifs de chercheurs et d'acteurs locaux, finalement, c'est pas toujours évident et ça pose encore plein de questions. Donc les chercheurs ont du mal à travailler avec les élus qui ont du mal à voir les chercheurs ont du mal à travailler entre eux, c'est ça? Et vous y êtes arrivé? Comment vous avez fait? On y est arrivé avec plein d'humilité, quoi. C'est sur des actions ponctuelles, de les confiner ensemble, en quelque sorte. Les confiner ensemble. On a testé en fait des voyages en bus où on les emmenait voir des expériences sur le territoire pour qu'ils rentrent en contact avec sur les services écosystémiques. On allait voir des entreprises, des agriculteurs et on essayait de leur faire voir par aussi le discours des chercheurs ce que ça représentait des services écosystémiques sur des activités économiques de leur territoire. C'était un exemple. Et puis moi, il y a eu un tournant dans mon activité au sein de cet institut. Donc au début, on avait un thème par an et puis on s'est rendu compte que le temps chercheur, c'est beaucoup plus long, donc il fallait prendre un thème tous les 2 ans pour pouvoir vraiment approfondir. Et puis le dernier thème que j'ai traité, qui m'a fait quitter cet institut d'ailleurs, c'était la thématique de l'accompagnement au changement, où on a travaillé avec des chercheurs de psychologie sociale pour pouvoir réfléchir aux déterminants du changement et comment on amène les gens à voir les choses autrement et à changer leur pratique. Et c'est qu'après 10 ans, qu'en venant du territoire, on a réussi à contractualiser avec un laboratoire de recherche. Alors, on était une petite structure, mais finalement... pardonnez-moi, vous faisiez comment avant? Avant, en fait, on misait tout sur le rôle du chercheur parce qu'il est financé par des fonds publics. Finalement, ce qu'il produit en termes de connaissances doit revenir au public. Et donc, on misait tout là-dessus. Sauf que le chercheur... Sur la bonne volonté. Sur la bonne volonté des chercheurs. Et finalement, le chercheur, il en a plein de choses à faire. Et surtout, la reconnaissance et puis les échelons qui gravit, c'est pas en faisant de la communication scientifique et en discutant avec des élus. Et donc, au bout de 10 ans, vous avez trouvé au bout de 10 ans, on a réussi à contractualiser avec un labo de recherche de psychologie sociale pour mener ce projet d'accompagnement au changement. Et c'est vrai que ça nous a vraiment conforté sur finalement la première étape de ce changement de perception du sol ou de ce changement de pratique sur les sols ou de quoi que j'adapte au sol mais qu'on a vu sur d'autres thématiques, qui est la sensibilisation et qui est l'accès à une connaissance de qualité, à une connaissance scientifiquement validée devant la profusion d'informations qu'on peut avoir. Et donc moi, ça m'a fait quitter cet institut parce qu'il travaillait sur le développement durable, donc sur plein de thématiques différentes. Donc on me demandait d'être médiatrice scientifique et donc de rapprocher les publics pour qu'ils travaillent ensemble, mais sur beaucoup de thématiques différentes. Puis il y en a de plus en plus actuellement. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible d'avoir ce rôle-là sur autant de thèmes, qu'il fallait à mon sens, un minimum comprendre dans le fond la problématique qui est multidisciplinaire, celle des sols, mais celle de l'énergie c'est pareil, celle de l'eau c'est pareil, celle de l'alimentation, bref, je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y a vraiment besoin d'avoir une vision intégrée pour pouvoir animer ces collectifs aussi de chercheurs et de citoyens ou d'élus, quoi. Mais je trouve que c'est une vraie plus-value, en tout cas, c'est peut-être pas indispensable, mais c'est une vraie plus-value pour arriver à mobiliser largement. D'où mon choix de quitter donc cette structure
et de me concentrer sur la thématique des sols en prenant la coordination de la FES. En candidatant à la FES pour en devenir coordinatrice. Le titre est pas mal en plus, coordinatrice de la FES, c'est quand même... J'ai pas osé la faire. Vous l'avez fait, voilà, c'est tant pis pour vous, ça va vous poursuivre. Je l'assume complètement, et puis il faut rire un peu. Oui, on va y venir sur la FES, voilà, maintenant je suis bien obligé de le dire. Non, mais vous avez cherché la complication, parce qu'en plus de tout, de faire travailler les chercheurs entre eux, de faire travailler les chercheurs avec les élus, et inversement intéresser les citoyens, boum, à partir d'un sujet, vous demandiez à tous de considérer tous les autres sujets qui étaient derrière. En fait, votre sujet sert à tirer un fil. Ça ne pouvait pas marcher, a priori, sur un temps pour moi, c'est ça, quand on parle on n'a pas l'esprit très transversal, en tout cas le fonctionnement transversal en France. Oui, mais c'est difficile. Mais si c'est pas ça que ça veut dire un langage commun, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on le dit qu'il y a besoin de ce langage commun. Entre un élu, il n'a pas juste à s'occuper de l'agriculture, il a à s'occuper d'une multitude de problématiques. Donc, il faut que des deux côtés, il y ait cette appropriation de la situation globale. Et après, d'aller dans une répartition du rôle de chacun. Je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, mais de partage des responsabilités. Pour moi, ça, c'est un gage de réussite des projets participatifs. C'est qu'on donne des responsabilités à chacun dans l'attente d'un objectif qu'on s'est fixé collectivement. Mais, en tout cas, vous entendez, il y a eu des écueils. Oui. Ah bah oui, et puis il y en a... Alors pourquoi vous avez quand même réussi à faire? Pourquoi là, parce que c'est vous? C'est uniquement vous? Non. Non, la capacité d'entraînement que quelqu'un peut avoir. Je pense que c'est à la fois l'enrichissement par ce qu'amène la recherche. Je vois sur l'accompagnement au changement. Ce projet, il nous a amené à l'équipe IRD2 une vraie conscience des étapes à suivre dans un projet où on fait travailler chercheurs et acteurs. Et d'ailleurs, ça a motivé le travail qu'on a fait avec le Ernest, auquel j'ai été motivée pour participer, pour une méthodologie de construction des projets qui font travailler chercheurs et acteurs des territoires. Et de formaliser cette méthode, en tout cas, pour arriver à faciliter la mobilisation et le travail coopératif. Et après, je pense qu'un gage de réussite, c'est fournir une information de qualité au public. Et là, moi, ce que je trouve absolument fantastique au sein de la FES, c'est qu'il y a une connaissance qui a été capitalisée. Elle va bientôt avoir 100 ans, cette association. Elle a tourné quasiment qu'avec des bénévoles depuis 100 ans. Et elle a réussi à capitaliser une quantité de connaissances sur les sols. Aujourd'hui, on est sur un virage, on a vraiment le besoin de mieux valoriser cette connaissance, de mieux en parler, de mieux la rendre accessible. Et on y travaille avec Jacques, qui ne s'est pas présenté en tant que président de la FES, mais qui joue bien son rôle et qui y met beaucoup de temps, surtout, d'énergie. Mais voilà, il y a vraiment ce volet de mettre à disposition. Donc nous, à FES, aujourd'hui, on ne fait pas des projets participatifs, mais par contre, on les facilite. On est plus dans ce rôle de facilitation et de donner accès à une connaissance scientifiquement validée. La FES a 100 ans, mais elle est toujours bien ferme. Voilà, c'est tout. On peut en faire plein. Je pensais la placer, c'est fait. Camille Andrade et Pascal Fréquet, il faut que ce soit incarné, la science participative. Il faut qu'il y ait une tête qui incarne, une figure qui incarne ce qu'on est en train de faire. Il faut que ce soit motivant parce que c'est incarné, ou il faut que ce soit animé en permanence. Je pose la question à vous deux. Oui, il faut que ce soit animé en permanence. Un des écueils qu'on peut avoir, c'est une rupture dans l'animation. C'est-à-dire par exemple, si on n'a plus d'animateurs sur un programme pendant plusieurs mois ou 1 ou 2 années, c'est très dommageable pour le programme. La tension retombe, c'est ça? Et après, oui. C'est difficile de ramener les gens? C'est difficile de ramener les gens, c'est une question de confiance aussi, c'est-à-dire qu'ils ont... Enfin, c'est de l'instabilité, enfin, ça représente de l'instabilité, donc... sur des suivis à long terme, ou dit à long terme, c'est quand même assez fâcheux. Mais oui, je pense qu'il faut que ce soit incarné, ce que disait Anne tout à l'heure sur les outils de communication, enfin sur la communication qu'on essaye d'incarner, soit en interviewant en faisant des portraits de participants, de chercheurs, etc. Le rôle de l'animateur national, il est crucial, parce que c'est de l'animateur national ou de l'animateur principal d'un programme, parce que c'est la personne qui va orchestrer un peu tout ça. Donc il faut que ce soit une personne qui est identifiée.
Donc oui, et du coup ça demande enfin là un peu de moyens. Voilà, ça demande des moyens. C'est pas c'est pas énormément parce que ça demande un peu de temps salarié pour animer beaucoup de temps bénévole. Donc mais alors c'est qui? C'est un chercheur détaché? C'est un participant? C'est quelqu'un d'autre qui est payé, qui n'est payé que pour ça? À Viginature, c'est souvent un coportage entre recherche et soit une association en partenaire, soit associative, soit institutionnelle, soit professionnelle. Enfin, par exemple, ça peut être l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture pour les agriculteurs. La PCA. Ça peut être des associations naturalistes. D'accord. Voilà, comme la LPO pour le stock, par exemple. Le stock, c'est un peu la LPO en même temps. Il y a des moments où on confond. Hein. Oui, en fait, c'est un couple associatif et recherche. Donc, en même temps, ils sont incontournables. Pascal Fréclette, chez vous aussi, c'est animé. Comment ça se passe dans les labos? Vous avez un chercheur qui ne fait que ça, vous avez embauché du monde. Il faut aussi que ce soit incarné, qu'il y ait un référent pour les gens. Alors, par rapport à l'expérience qu'on a avec le programme CITIC, on est plutôt sur l'incarnation par un collectif. C'est-à-dire que on n'a pas un animateur, on a un collectif d'acteurs, une petite équipe qui est complémentaire et qui est interchangeable si possible, parce que comme on n'est pas nombreux, il le faut. Mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au bout du fil. C'est-à-dire que quand les citoyens nous sollicitent, quand ils sont porteurs de questions, quand ils sont en demande d'interaction, et c'est ce qui fait effectivement la durabilité, je pense, de la mobilisation des citoyens dans un projet, il faut pouvoir y répondre. Et donc, ça demande effectivement qu'il y ait quelqu'un en face, quelqu'un qui peut être un collectif, qui sait quel est son rôle et à quel moment il doit prendre la main si le collègue qui fait ça d'habitude n'est pas là. Oriane Guillou, merci d'avoir patienté. A priori, Terre de Liens, on se dit que ça n'a rien à voir dans un débat de sciences participatives. Vous allez me dire le contraire. Vous faites du portage foncier, corrigez-moi si je me trompe, qui a besoin d'être justement accompagné en permanence sur le terrain. C'est un boulot finalement très participatif qui fait appel aux gens. Allez, expliquez-nous. Terre de Liens, pour nos amis qui ne le connaîtraient pas. Alors, Terre de Liens, en quelques mots, je vais essayer de faire court. C'est un mouvement vous avez citoyen. Du temps, allez-y. C'est un peu de temps. C'est un mouvement citoyen qui est né dans les années 2000 de réflexion autour de constats, notamment la disparition des fermes, la bétonisation des terres agricoles, la faible part de l'agriculture biologique aussi en France. Donc pas mal de constats qui ont fait réagir des structures diverses de la finance solidaire avec la coopérative La Nef, France Nature Environnement, l'éducation populaire avec Relier, le mouvement d'agriculture bio et aussi un certain nombre de citoyens. Et partant du constat que finalement le monde agricole est très hermétique, on a le monde agricole et à côté la société civile avec peu de ponts, et en tout cas à l'époque c'était vraiment le cas. Et donc il y a eu des réflexions pour trouver une manière de préserver la terre agricole sur le long terme et de voir aussi la terre agricole comme un bien commun. Et donc de ça est né Terre de Liens. Et donc c'est un mouvement citoyen qui comprend beaucoup de membres actifs, puisque c'est un mouvement composé de plusieurs piliers différents. On a un réseau associatif. Donc moi je travaille à Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté, et il y a aussi une fédération qui fédère l'ensemble des associations. Il y en a une vingtaine en France. Alors vous êtes concurrent de la SAFER ou vous travaillez avec elle? Non, on travaille. On a un partenariat au niveau national avec la FN SAFER. Et donc on a aussi deux structures qui peuvent acheter des fermes, donc une fondation reconnue d'utilité publique, donc généralement pour la fondation c'est même des dons de fermes, et pour pouvoir acheter des fermes et donc préserver les fermes sur le long terme et très très long terme puisqu'on les revend jamais, une foncière a été créée, donc c'est une entreprise d'investissement solidaire qui permet aux citoyens lambda, tout citoyen, de placer son épargne à la foncière Terre de Liens, épargne qui est utilisée pour l'acquisition de fermes. Et du coup, au regard de la SAFER, finalement, quand on achète une ferme Terre de Liens, ou quand on acquiert une ferme, on est apporteur de capitaux, comme ils disent, mais on n'est pas prioritaire. On va dans les règles nationales comme elles sont décidées pour toutes. Donc on a quand même un partenariat, mais voilà. Donc vous faites signer, une fois que le portage est fait, vous faites signer un bail rural dit environnemental, oui, avec plein de clauses. Oui.
que justement, et c'est là où on retrouve le participatif, que les citoyens adhérents sont chargés de surveiller, enfin d'en surveiller l'application, c'est ça? C'est ça. Alors, en France, là, on a 250 fermes. Terre de Liens, en gros, en une bonne quinzaine d'années, il y a eu 250 fermes d'acquises. Donc, c'est au moment de la création de Terre de Liens, on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien et qu'il y aurait aujourd'hui autant de fermes Terre de Liens. Et c'est un mouvement qui est porté principalement par des bénévoles. En France, on a aujourd'hui moins d'une centaine de salariés. Moi, j'ai longtemps été toute seule pour 8 départements. Et finalement, on a des bénévoles actifs, plus de 1000 bénévoles actifs sur tout le territoire. Donc, les actions sont portées par des citoyens bénévoles. Et donc, toutes les actions. Et donc, en amont de l'achat d'une ferme, ce sont des bénévoles qui font des diagnostics de ferme, les analyses de sol, si besoin. Voilà. Ils font des analyses, des diagnostics, selon quel référentiel, quelle méthodologie, etc. C'est quoi? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Du coup, en amont d'une acquisition, on est surtout sur l'analyse de l'adéquation entre le projet du futur fermier Terre de Liens, puisqu'on a des fermiers sur les fermes, et puis la ferme, et donc la qualité des sols avec des partenaires. Donc, c'est pas les bénévoles qui le font. À ce moment-là, c'est pas les bénévoles. Les bénévoles vont par contre faire les diagnostics des bâtis. Et ça, on n'est pas sur le sol, mais c'est aussi très complexe. Et puis, au moment de l'acquisition des fermes, là, on a les futurs fermiers Terre de Liens. Et là, par contre, on va un petit peu plus loin, puisque en tant que propriétaire Terre de Liens, on doit faire des états des lieux avec nos fermiers, état des lieux du bâti, mais aussi état des lieux des terres agricoles. Et c'est là-dessus que les bénévoles ont un rôle à jouer. Et ces états des lieux servent notamment à sélectionner les clauses environnementales qui sont adossées au bail rural. Aujourd'hui, vous leur demandez quoi concrètement quand ils font leur tour de ferme ou leur, comment vous dites, tour de plaine? Jusqu'à maintenant, on avait des états des lieux assez légers où on avait une description, cartographie souvent faite à la main et on la photographiait parce que voilà, on ne forme pas tous les bénévoles au logiciel cartographique. Avec la localisation des infrastructures agroécologiques, la localisation des cultures, prairies humides, voilà, assez light. Et finalement, la question se posait maintenant on a 250 fermes et les exigences des propriétaires évoluent, donc Foncière Fondation. Et il va falloir un petit peu, on a aussi beaucoup de monde derrière nous, 15 000 actionnaires solidaires qui placent leur épargne à Terre de Liens pour l'achat de fermes, qui vont être préservés sur le long terme. En tout cas, c'est l'objectif. Et donc, maintenant, on est plus dans une logique où il faut vérifier qu'il n'y a pas dégradation du bien, du fond, qui sont les terres de Liens, pas de dégradation et du coup, voire amélioration s'il y en a. Et donc là, on est en train de faire une refonte de l'état des lieux de manière plus précise, avec notamment un travail plus pointu sur le sol. C'est-à-dire analyse de sol? Oui. Alors du coup, ce protocole, il a été en réflexion et là, pour ce protocole-là, je pense que c'est vraiment la problématique qu'on rencontre aujourd'hui. Il a été pensé par le pôle ferme, donc Foncière Fondation, les propriétaires, sans forcément l'implication des associations territoriales qui œuvrent en direct sur les territoires et des bénévoles. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un protocole qui est censé être simple d'utilisation, donc avec des tests boudins, vers de terre, moutarde, tout ce que vous connaissez très bien, vous. Donc, facilement appropriable par des bénévoles. Mais finalement, on se retrouve dans une logique de Terre de Liens. À la base, on était sur un mouvement d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est aussi comprendre ce que l'on fait. Et on n'est pas sur une logique de faire du bénévolat parce qu'il n'y a pas de sous. Ce sont les bénévoles qui font parce que c'est un mouvement citoyen. Et c'est ça la base de Terre de Liens. Et donc là, on se retrouve dans une logique un petit peu différente où il y a des nécessités du propriétaire qui fait qu'on doit aller un petit peu plus loin dans nos états des lieux. Et là, la problématique, c'est comment on explique aux bénévoles et comment on fait en sorte que les bénévoles ne deviennent pas des bénévoles techniciens, des bénévoles, alors je ne sais plus comment les sociologues les appelaient ce matin, mais c'était assez intéressant, ça me parlait bien.
Et donc, comment on fait en sorte que ce soit compris, en tout cas, que ces protocoles soient compris par les bénévoles pour qu'ils soient bien mis en œuvre déjà, mais aussi pour qu'il y ait une motivation et qu'ils ne se sentent pas simples techniciens à la merci de volonté de propriétaires. Donc voilà, c'est pas du tout l'objectif. Vous avez touché aux limites du strict bénévolat, du participatif pur et dur. C'est ça. Et vous êtes en train de basculer vers autre chose. Et aussi parce que peut-être, si je déroule à l'envers, le fait de se baser sur des gens qui, de bonne volonté, allaient faire un tour de plaine, comme vous m'avez dit joliment au téléphone, crée une hétérogénéité liée forcément à la nature même des gens et à la nature des territoires différents sur lesquels ils intervenaient. C'est ça, on a une grosse hétérogénéité, on est d'accord, au niveau des bénévoles. Et puis on a des bénévoles qui arrivent à tout moment, donc il faut aussi les former. Donc il faut faire avec. En tout cas, là, l'état des lieux, il y a une marge d'amélioration. Après, mais ça veut dire, pardonnez-moi, je vous coupe à nouveau, qu'il faut les professionnaliser d'une façon ou d'une autre. Il faut pas les professionnaliser parce que eux, de toute façon, les bénévoles Terre de Liens, généralement, le profil, ce sont des personnes qui ont soif d'apprendre, qui ont envie, d'être formées, mais justement, les former pas dans un sens technique, pas leur dire. Le test du boudin, ça se fait comme ça, ou il faut creuser de telle manière, mais pourquoi on le fait? Et en fait, si on n'explique pas pourquoi on fait un test du boudin à un bénévole, il va pas comprendre et il va se sentir même des fois un petit peu démuni face au futur fermier qui peut pas lui expliquer pourquoi il fait autant de précision dans cet état des lieux. Donc là, c'est la problématique qui se fait ressentir aujourd'hui. Après, il y a eu des réflexions. Il y a à peu près, je dirais en 2013, il y a eu des réflexions au niveau du travail de l'étude des clauses environnementales et de l'étude de l'impact des clauses environnementales mises sur les fermes. Et ce travail-là, par contre, a été mis en œuvre dans une autre démarche puisque c'était vraiment une démarche d'utilité sociale où les bénévoles et la participation des bénévoles étaient vraiment au cœur de la démarche. Donc on pourrait se dire aujourd'hui pourquoi un nouvel état des lieux alors qu'il y a un diagnostic qui a été imaginé, et j'aurais peut-être dû commencer par là du coup. Ce diagnostic qui s'appelle le diagnostic Humus, que vous pouvez retrouver sur le centre de ressources de Terre de Liens. Sophie Raoult semble bien connaître. Ah. C'est un diagnostic qui a été pensé pour permettre de démontrer l'intérêt de mettre des clauses environnementales sur le bail et d'analyser scientifiquement aussi les sols des fermes Terre de Liens. Et puis d'associer à ces analyses des citoyens, dans une logique toujours de participation citoyenne du Terre de Liens, quoi. Et finalement, au fil de la réflexion de ce diagnostic, au début, c'était sur un jour, il y avait quelques protocoles, mais finalement, c'était pas suffisamment scientifique. Donc, il y a eu un travail fait avec AgroSup, avec d'autres des structures, l'ENSAIA, je crois, de Nancy, pour avoir des protocoles scientifiquement valables. Mais finalement, on a abouti à un diagnostic très intéressant, mais il prend 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a une journée de collecte des données, de cartographie, il faut poser du matériel en amont, il faut faire l'observation du sol, une fosse pédologique, il faut aussi étudier la biodiversité du sol, les plantes bioindicatrices, et puis une 3e journée, ferme ouverte, où on implique tous les bénévoles qui ont déjà en amont fait les journées 1 et 2, accompagnés par un expert, parce que on est arrivé à un stade où c'était des protocoles plus du tout appropriables tout seul, il fallait un expert du sol avec eux. Et puis la 3e journée, plus large, grand public, avec d'autres personnes, avec une ferme ouverte, lecture du paysage et compréhension, analyse des données. Et tout ça reste aux mains des bénévoles, est exercé par les bénévoles qui ont été formés
c'est exercé par les bénévoles, mais la condition, c'est d'avoir quand même un expert. On se rend compte aujourd'hui que les diagnostics humus, on est arrivé dans un stade où c'est toujours la question, de toute façon, qu'on se pose tout le temps entre la science et puis la participation des citoyens. En même temps, d'un point de vue scientifique, il faut que ce soit assez pointu pour pouvoir démontrer que que les clauses environnementales ont un impact positif et que l'agriculture biologique et paysanne ont un impact positif sur le sol. Mais après, finalement, on n'a pas trouvé encore le juste milieu. C'est intéressant ce que vous dites, et je vous pose la question à vous trois, mesdames. Est-ce qu'on ne touche pas, au bout d'un moment, aux limites de ce que les bénévoles sont capables de faire, de ce qu'ils sont capables de comprendre, d'exercer en matière de méthodologie? Est-ce qu'il faut en passer aujourd'hui par une formation, vu la demande sociale et la demande scientifique pour des données qui sont issues d'amateurs, finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé, est-ce qu'il va falloir en passer, par non pas une forme de professionnalisation, mais une forme d'harmonisation, de normalisation, de formation de toutes ces bonnes âmes qui, gratuitement, vous font avancer? Sophie? Je ne sais pas s'il faut normaliser. Je pense que dans une logique de bénévolat et de participation citoyenne, il faut plutôt magnifier les compétences de chacun que vouloir tout homogénéiser dans un collectif. Moi, je vous écoutais attentivement parce que j'étais au démarrage du diagnostic humus en tant qu'administratrice Terre de Liens en Normandie. Et donc, on avait fait le lien avec le labo, le LSE. Et justement, là, moi, j'étais bénévole à Terre de Liens. Je me suis posé la question en arrivant dans Terre de Liens, qu'est-ce que je peux apporter? J'avais fait ma thèse au LSE et donc j'étais sensibilisée à ces questions de diagnostic de sol et de compréhension des sols. Et voilà, et ça a fait démarrer quelque chose. Ces 3-4 personnes qui étaient sensibles à ça ont fait démarrer une dynamique qui va être réutilisée comme elle le sera, et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il ne faut pas essayer d'avoir de prendre les bénévoles comme une manière de s'impliquer. Moi, je vois au sein de l'association, on a plein de profils différents, on a beaucoup de chercheurs, mais on a aussi d'autres disciplines, et puis des gens qui ont envie d'apprendre sur certains volets et pas d'autres. C'est un accompagnement qui prend beaucoup de temps, mais après, qui fait moi, je le vois sur cet exemple. La FES, elle a tenu une revue scientifique francophone. C'est la seule revue francophone, études et gestion des sols, sur les sciences du sol, pendant presque 100 ans. Et par de l'implication, parce que les bénévoles avaient envie de faire ça. Je pense qu'il ne faut pas trop imposer les choses pour pouvoir, mais plutôt accompagner à chacun à se réaliser dans un projet associatif et dans une vision globale, mais sans trop homogénéiser. Madame Guillou. Oui, c'est vrai qu'après, dans la logique Terre de Liens, pour tous les autres projets, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'un projet, on le met en œuvre s'il y a les forces vives, si les bénévoles ont envie. Et d'ailleurs, c'est les bénévoles qui imaginent le plan stratégique, les administrateurs, mais aussi les bénévoles dans des commissions qui imaginent ce qu'on va faire par la suite avec l'association. Et après, il y a cette question de, oui, mais Terre de Liens est quand même propriétaire de fermes. Donc on a tout un tas d'actions, mais sur la propriété des fermes, ce sont les associations qui sont les relais locaux, et il y a les obligations qui sont là. Et du coup, c'est la question de l'homogénéisation qui est obligatoire, parce qu'il y a un cadre légal aussi, et que ces états des lieux d'entrée, il faut les faire dans tous les cas. Donc c'est là... c'est des réflexions qui sont en cours sur comment trouver ce juste milieu, et je pense que le nouvel état des lieux, il va falloir aussi s'inspirer de la manière tous les échanges qu'on a aujourd'hui pour voir comment avoir une appropriation de l'outil par l'ensemble des bénévoles, une formation qui leur permette de comprendre les choses et de pas agir en tant que juste technicien, et de s'enrichir, et aux fermiers aussi d'être présents, quoi. Mesdames, Messieurs, a-t-il des questions, des remarques, etc. J'ai le projecteur dans la figure, donc Ah oui. Allez-y, Chantal. Je me dévoue.
On a beaucoup parlé d'homogénéisation, mais je voudrais qu'on parle aussi de mutualisation. Finalement, ce matin, on a vu beaucoup de projets, et là même, on voit par exemple qu'on peut regarder la texture dans tel projet comme ci, comme ça. Finalement, est-ce que la communauté se connaît et va chercher finalement comment dans tel projet il mesure ça ou ça, voilà. Quelle mutualisation, qu'est-ce qu'il faudrait en fait comme mutualisation pour arriver non pas à une homogénéisation, mais une offre variée et connue, en fait. Camille Andrade, vous, c'est une mutualisation, Viginature. Vu le nombre de programmes qui existent et qui, a priori, interagissent entre eux. Oui. Je ne sais pas si... Oui, c'est sans doute... En tout cas, c'est une mutualisation de connaissances, d'expériences... peut-être d'outils, mais en fait pas tant que ça, parce que finalement, comme je vous disais, Viginature a été construit de manière, avec chaque observatoire à son histoire, donc ça s'est construit. Chacun profite de l'autre, des écueils vécus par l'autre, oui, alors pour construire de nouveaux programmes mieux. Oui, de manière très informelle, mais je pense que ce serait intéressant qu'on se mette tous ensemble pour écrire un papier de retour d'expérience sur les 15 observatoires. Mais c'est vrai qu'ils ont tous fonctionné un peu indépendamment, en silo. Donc, il y a une mutualisation des expériences. Mais je ne sais pas si c'était ça la question. Exactement. Mais de façon générale, moi, comment je la vois, est-ce que les expériences d'un essai de sciences participatives profitent aux autres? Est-ce que tout est diffusé? Est-ce qu'on peut aller puiser dans une expérience pour fabriquer la sienne? Oui, en tout cas, sans doute... effectivement, il y a des expériences qui ont mieux marché que d'autres, et puis surtout, il y en a qui nous ont surprises. Ce qu'a présenté Romain Juliard ce matin sur le SPIPOL et le fait que les observateurs se sont constitués en communauté pour animer eux-mêmes le programme et valider les observations et tout, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu. Et donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'apprentissage entre nous et l'expérience des observatoires nous en apprennent aussi beaucoup sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et chez tous chercheurs, Pascal Fréclette. Pour répondre à la question de Chantal, moi je dirais que ce que j'ai entendu ce matin entre l'unité Mosaïque qui s'est constituée pour venir à l'appui en tant que facilitateur de nouveaux projets, le Pecnolab que je ne connaissais pas. Comment ça, vous connaissez pas le Pecnolab? Comment c'est possible? Et tous chercheurs, c'est en fait ces trois structures qui sont finalement sur un modèle commun qui est de dire qu'un citoyen peut aussi être accompagné, formé à de multiples choses. Ça l'implique encore davantage dans sa motivation, notamment par rapport à cette montée en compétences qu'il va acquérir. Et puis, on peut aller jusqu'à le mettre à utiliser des vrais équipements scientifiques. Donc, finalement, ça ouvre la portée à des données qu'on n'espérait peut-être pas obtenir si on laissait le citoyen seul avec ce qu'il a sous la main. On va dire que s'il y avait à mutualiser, je dirais qu'on peut aussi mutualiser dans l'existence, dans ce qui existe d'infrastructures d'accompagnement pour pouvoir imaginer que on s'autorise à ce que tous ces volontaires qui ont envie de s'impliquer dans cette meilleure connaissance du sol accèdent à des pratiques et fournissent des données aux côtés des chercheurs qui ont une portée un peu plus ouverte encore que ce qu'on imaginait peut-être jusqu'à présent. Je pense que l'expérience que l'on a nous permet de dire que c'est tout à fait accessible et sans perte de qualité des données, en tout cas, qui est toujours ce qui est mis en avant. Non, on peut avoir de l'excellente donnée, y compris en mettant les citoyens lorsqu'ils sont accompagnés face à des équipements scientifiques qui peuvent paraître compliqués d'utilisation, mais c'est pas vrai. Sophia Rousse, a priori, la FES mutualise par essence. Ouais, justement, sur ce volet de la mutualisation, nous, ce qu'on essaie de faire, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est en amont de ces projets participatifs, pouvoir constituer et valoriser un socle de connaissances, d'outils pédagogiques aussi bien que d'ouvrages scientifiques plus poussés, sur lesquels les équipes peuvent se baser pour rentrer plus facilement en contact avec les publics. Des vidéos, des plaquettes, mais qui sont
validé scientifiquement par le collectif d'experts qui fait la FES aujourd'hui et tous les chercheurs qui y travaillent. Donc il y a cette question un peu de labellisation ou de recommandation de ressources qu'on essaie de faire pour outiller les porteurs de projets, parce que même s'ils sont sachants parfois, pour arriver à toucher le public, c'est bien de pouvoir avoir des outils plus vulgarisés, mais qui restent scientifiquement robustes. Et puis, il y a l'autre volet qui est plus le volet animation de réseau, qu'on s'est proposé, qu'on nous a proposé d'ailleurs d'y réfléchir. Donc Antoine Pirard de l'ADEME le disait tout à l'heure, on a créé un canal sur Slack dans lequel, suite à ce colloque, on va vous proposer de... Slack, il faut peut-être définir ce que c'est. Slack, voilà, c'est une plateforme en fait qui permet de l'échange direct. C'est comme du chat en direct, mais on peut échanger des fichiers, on peut s'appeler, Et c'est vrai que nous, on l'utilise sous l'impulsion de l'ADEME depuis 1 an et demi, 2 ans, dans le cadre du dispositif Promosol Éduc, la promotion des sols dans l'éducation, pour animer le réseau d'enseignants, formateurs autour de ces questions des sols. Alors, il faut un temps d'adaptation, c'est encore un nouvel outil, il faut se former dessus, mais on trouve derrière une fluidité dans l'échange d'informations qui est vraiment intéressant. Donc, on vous proposait déjà cet outil à tester, et puis si ça va pas, faire remonter aussi, et puis trouver autre chose pour animer cette communauté, en tout cas, que l'échange y soit plus facile entre nous. Et puis, L'autre volet d'animation de la communauté, c'est le site internet, oui. Et je voulais juste dire, c'est pas dans la partie Promosol Éduc pour l'instant, vous le trouverez dans Action, dans la rubrique Action du site de la FES. Vous avez recherche participative. Et il y a un espace colloque où on va mettre effectivement tous les livrables de l'événement. Et puis un espace réseau où on a déjà affiché tous les projets qui ont été présentés aujourd'hui. Donc il y a des petites vignettes avec la fiche descriptive de chacun des projets que vous pourrez retrouver sur cet espace-là. Et puis après, on est preneur de vos retours pour animer ces espaces web, pour les faire vivre, pour les adapter aussi à vos besoins, faire remonter des idées d'outils qui vous sembleraient pertinents pour pouvoir porter un peu cette communauté et faciliter surtout l'échange de bonnes pratiques ou d'écueils aussi qu'on peut rencontrer. Il y a une idée, les réseaux sociaux, c'est indispensable aujourd'hui pour les systèmes coopératifs, la science participative. Vous êtes obligé d'être sur Twitter, d'être sur Facebook, d'être sur LinkedIn, ou ça ne sert à rien? Pour fédérer les ardeurs, pour que tout le monde se sente ensemble, dans un sentiment d'appartenance, pour reprendre le mot de Romain Julliard, pour maintenir le lien en permanence entre animateurs, chercheurs et participants? En tout cas, pour Viginature, on n'est pas trop... Enfin, on est sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas... En tout cas, on n'a pas le sentiment... Alors, c'est peut-être difficile à mesurer, mais on n'a pas le sentiment que ce soit forcément très fédérateur. En tout cas, pas pour la majorité des observatoires. Je crois qu'il y en a un qui est assez actif sur un des réseaux sociaux, mais voilà. C'est pas trop... Voilà une réponse franche. Mesdames, Messieurs, Lionel Rangeard, si en plus c'est le chef qui pose une question... Merci Philippe. Moi, alors peut-être une question plus globale. Je voudrais savoir si les sciences participatives sont plus légitimes ou plus adaptées pour répondre à des questions qui sont assez clivantes, et au niveau de la société notamment. Tu me coupes l'herbe sous le pied. Est-ce que pour parler des éoliennes, de la chasse, du nucléaire... Du bio. Du bio, oui. Ah oui, ça je peux vous en parler. Il faut forcément passer par ce genre de démarche pour crever l'abcès des affects. Oula, vous n'avez pas envie. Oriane Guillou, vous me regardez, fallait pas là. Non, parce que moi, c'est des convaincus à Terre de Liens et les fermes sont déjà toutes en bio, donc public facile. C'est pas très clivant comme sujet à Terre de Liens. Enfin, les sciences participatives sont en l'occurrence sur des fermes avec des fermiers déjà convaincus. Donc peut-être que... Camille Andrade. Rapidement, mais ça c'est mon expérience personnelle sur la question agricole et les pratiques, notamment les pesticides, ou en tout cas les pratiques agricoles en général. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'est un outil de discussion. C'est un prétexte pour se retrouver sur le terrain et discuter de biodiversité, de discuter de la biodiversité agricole qui est... là, il y a des termes, on va parler de ravageurs, d'auxiliaires, d'ingénieurs, etc.
Ouais, donc c'est un prétexte pour parler un peu des pratiques, d'autres choses, mais je sais pas si c'est pas toujours clivant. Bah, du coup, c'est pas forcément clivant parce que ça permet quand même de se rejoindre sur le sujet. Mais... Pascal Fréclette, l'éthique, la maladie de Lyme, ça a pu être clivant parfois. Vous avez aidé à assouplir les choses, mine de rien. Alors ça l'est toujours. Ça l'est dans toujours. le débat public, je Enfin, pense on n'est que pas ça sur la reste toujours un chasse, le bio, sujet. le nucléaire quand même. Encore que. Ça rejoint la chasse quand même, parce que la problématique de la multiplication des populations de tiques est quand même fortement liée au gros gibier, et donc la chasse est quand même connectée d'un point de vue écologique. Non, c'était un principe de départ quand on a lancé le projet CITIC, d'arriver peut-être par ce biais-là à retrouver un dialogue avec les différentes parties prenantes sur ce sujet controversé. Ce que nous, on voit dans notre pratique, c'est qu'on est effectivement régulièrement interpellés par des personnes qui ont des vécus compliqués en lien avec les problèmes de santé. Et nous, on n'est pas sur les problèmes de santé. Mais qui cherchent, en nous contactant, une écoute qu'ils n'ont pas par ailleurs, que ce soit avec le milieu médical ou avec d'autres acteurs. Et finalement, même s'ils viennent souvent par rapport à très simplement j'ai envoyé une tique, je vais avoir le résultat du contenu en agent pathogène qui était présent dans ces tiques, parce que vous savez, je suis malade ou quelqu'un dans ma famille de proximité est malade et je voudrais pas tomber malade, ou j'ai des problèmes de santé, j'aimerais savoir si ça va en rajouter parce que j'étais piquée par une tique contaminée. Et nous, on ne donne pas les données individuelles des analyses pour X raisons, mais quand on leur explique pourquoi on ne leur donne pas ces données, il y a toujours un échange qui s'apaise. Et on en vient à rassurer les gens qui, au départ, venaient nous interpeller très inquiets. On leur a pour autant pas donné de résultats, et pour autant, dans l'échange, il y a eu une forme d'apaisement qui est liée aussi au fait que dans l'échange, on s'est basé sur des données scientifiques qui permettent d'expliquer pourquoi on ne donne pas ces résultats. Et on pourrait imaginer, à partir de ce que vous faites sur l'éthique, justement, lancer des débats locaux sur la chasse, par exemple. Alors, vous avez des chasseurs qui viennent, tiens. Ah oui, tout à fait, oui. Cette question de la chasse et de son impact sur les populations de tiques, l'évolution des maladies vectorielles à tiques, et en retour aussi la problématique de la santé des chasseurs, parce que c'est les premiers concernés pour une part, fait que finalement les maladies vectorielles peuvent être un moyen de mettre autour de la table des gestionnaires forestiers et des chasseurs, qui n'ont peut-être pas le même point de vue dans l'histoire, mais pour autant qui sont tous concernés par le problème de la maladie. Et finalement, c'est une autre façon, effectivement, d'aborder des problèmes compliqués par une entrée qui est commune à tous, c'est la santé. Et on rejoint le problème du One Health dont on parlait aussi ce matin. Ah oui, c'est malin. Du coup, cette forme de science participative peut être un objet politique pour faire autre chose, pour débattre d'une question plus large de la société. Tout à fait, oui. Mais ça dépend des sujets. Mais... Ça dépend des sujets, certes, mais en tout cas, c'est l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a des schémas types, aujourd'hui, avec le recul, de création de sciences participatives ? Ou alors, c'est vraiment à chaque fois de l'artisanat, c'est au doigt mouillé, c'est... Moi, c'est pas pour répondre à cette question. Ah bah, c'était pour répondre à celle je l'oublie la question. Non, mais c'était juste, moi, je pense vraiment que ce dialogue chercheur-citoyen au sens large, il est vraiment porteur d'un apaisement parce qu'il pousse à partir de l'observation et suivre ensuite cette démarche scientifique qui permet d'amener le citoyen à davantage de curiosité, à pas croire juste du on-dit, et à sortir de ces clivages de l'agriculture conventionnelle contre le bio, du labour contre le non-labour, de toutes ces oppositions qui sont parfois pas sourcées dans les discours politiques qu'on entend. Là, le fait de revenir à du factuel et à de l'observation de terrain, ce qu'amène, je crois, le côté science participative, et ça désamorce ces conflits et ces oppositions, en tout cas. Sur les énergies marines renouvelables, c'était pareil. Sur les risques littoraux, c'était la même chose aussi. Ceux qui n'ont pas peur de savoir, ceux qui restent pour écouter, finalement, ça leur permet de désamorcer des peurs, de prendre conscience de l'ampleur aussi sur certains volets, et puis d'être accompagnés pour résoudre les problématiques, quoi. Est-ce que pour ça, il ne faut pas justement que les chercheurs de disciplines différentes discutent entre eux devant les gens? Est-ce que c'est pas ça la première science participative, cette transdisciplinarité qui revient comme une tarte à la crème?
que moi j'ai vu sur le programme LUDI lancé par l'Université de La Rochelle, où des chercheurs de plein de disciplines différentes travaillent sur le même sujet, l'érosion des côtes. Et pour l'avoir vu, ça a manifestement un impact rassurant pour le grand public, qui voit que tout le monde dit à peu près la même chose selon des disciplines différentes. Est-ce que la première des sciences participatives, ce serait pas ça ? Ah oui, mais je partage complètement le fait de croiser des disciplines et de pas juste s'appuyer sur une discipline scientifique pour avoir un éclairage sur une problématique sociétale. C'est compliqué de mettre cette responsabilité sur le dos d'un chercheur aussi, quoi. Et je pense que peu de chercheurs le font et se prêtent à ce jeu-là. Et à garder toujours en tête que le chercheur donne un éclairage et pas une réponse. Et ça, c'est vraiment important aussi que au niveau de la société civile, il y ait cette appropriation-là, quoi. Mesdames, Messieurs. Oui, une main se lève. Serait-ce la main d'Antonio ? Oui, c'est la main d'Antonio Bispo. Ouais, c'était plus une réflexion sur l'outil finalement, ou les discussions sur les indicateurs bénévoles de Terre de Liens. Si j'étais finalement un fermier Terre de Liens, je me dis que je serais très intéressé pour discuter de l'état de mon sol finalement avec des bénévoles. Et en même temps, je serais peut-être un peu terrifié de me dire, parce que vous avez évoqué le terme d'état des lieux d'entrée, il y aura forcément l'état des lieux de sortie. Si ce n'est pas les mêmes bénévoles qui font exactement de la même manière, qui vont trouver finalement peut-être que j'ai dégradé mon sol, alors qu'en fait, c'est peut-être les premières mesures du départ qui n'étaient pas bonnes. Enfin, voilà. Alors, autant je me dis, c'est intéressant de discuter de l'état du sol avec d'autres, et de partager ça. Autant je me dis, si c'est un outil finalement qui doit aussi juger de comment j'ai managé mon sol, enfin comment j'ai géré mon sol, ouais, je suis un peu partagé, quoi, du coup, sur le protocole, quoi. Oriane Guillot. Eh ben, votre question reflète la problématique actuelle. Et c'est un grand débat. Donc, ma vision, en tout cas, des choses, c'est que on a besoin d'être non seulement accompagnés. Les bénévoles ont besoin d'être non seulement accompagnés à l'utilisation des outils et des diagnostics, et voilà, pour faire l'état des lieux. C'est pas forcément très poussé non plus, hein, mais voilà. Mais aussi à l'argumentaire. Face aux fermiers, et c'est ça qui manquait clairement. Et quand je parle d'éducation populaire, c'est aussi comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc là, si on améliore en tout cas la démarche en se disant on échange avec les bénévoles, et en tout cas le pôle ferme exprime ce pourquoi il faut avoir un état des lieux d'entrée, et ce sur quoi on va vérifier, et le moindre risque aussi pour les fermiers finalement, parce que ils sont en agriculture biologique et paysanne. Ils sont aussi tenus par des clauses environnementales, mais ils ont l'éthique qui est là. Donc finalement, il faut aussi apaiser les choses. Et donc le fait que cet état des lieux soit venu du pôle ferme, et donc en quelque sorte d'en haut, même si Terre de Liens, on est tous fait que dans les régions, il y a eu une non-appropriation de l'outil, ou en tout cas pas suffisante aujourd'hui, et qu'il y a un travail à faire pour que ce soit vraiment compris par les bénévoles et par les fermiers aussi, parce que ça risque aussi de créer des tensions. Et nous, c'est notre grand problème aussi à Terre de Liens, c'est qu'on a des bénévoles qui agissent sur les territoires, qui accompagnent les futurs fermiers, et une fois le fermier en place, ils prennent un petit peu le rôle de propriétaire. Donc c'est aussi la casquette. Avoir la casquette du bénévole est assez compliqué. Après, c'est à beaucoup de photos. Donc le but, c'est que voilà, l'erreur est possible. Il y a des photos et il y a des analyses en labo, hein, aussi. Après, la question aussi, c'est de se dire est-ce que c'est scientifiquement prouvable que un fermier a dégradé un bien parce que, enfin, le foncier, parce que les analyses labo ne sont pas les mêmes en sortie. Il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Enfin voilà, toutes ces questions à poser et qui sont en suspens aujourd'hui. Vous parlez d'outils. Est-ce que ça veut dire pour les bénévoles, un projet participatif doit être utile ? Il doit avoir une utilité immédiate pour lui, c'est-à-dire je donne mon temps, je vais récupérer la donnée, mais en retour, je veux, je sais pas, une information sur ce qui se passe chez moi, je veux une information sur, oui, voilà. Ce qu'ils recherchent, les bénévoles... Vous, c'est un cas particulier important, c'est le monde agricole, mais là, on se doute bien qu'il y a un utilitarisme. Ouais, les bénévoles, en tout cas, ce qu'ils recherchent, c'est de comprendre et d'apprendre.
Et pour ça, bien sûr, ils vont agir, parce que c'est un acte militant aussi de donner son temps à Terre de Liens en faveur de l'agriculture bio, etc. C'est un acte militant d'être bénévole Terre de Liens, mais au-delà de cet acte purement militant, ils viennent aussi pour apprendre beaucoup. Donc si ils se retrouvent à faire des actions très précises et ponctuelles liées à des protocoles et des notices sans apprendre forcément le pourquoi du comment, ça marchera pas. Et en tant que coordinatrice d'une association territoriale, je le vois sur tous les projets, et la participation, elle marche si les idées viennent aussi des bénévoles, et si c'est une démarche vraiment co-construite pour tous les projets. Et sinon, si ça vient du haut, ça marche pas. Camille Andrade, vous avez des programmes à destination des agriculteurs et des gestionnaires d'espaces verts. Ils vous demandent un retour sur investissement, entre guillemets, une information utile immédiatement dans leur métier ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils recherchent. Mais après, globalement, sur tous les observatoires, je pense qu'effectivement, les observateurs participent parce qu'il y a une diversité de motivations, mais ils participent parce qu'ils y trouvent leur compte, soit parce qu'ils montent en compétence sur les connaissances, soit parce que pour des raisons militantes, soit pour... Enfin, il y a plein de raisons. Et effectivement, gestionnaire d'espaces verts, agriculteurs ou conseillers agricoles, souvent, il y a un besoin... Alors, pareil, il y a différents... Il y en a qui veulent juste savoir ce qui se passe sur leur parcelle, et d'autres qui cherchent plutôt justement des outils de pilotage pour voir si quand il y a des changements de pratique, ou s'ils font telle pratique, est-ce qu'ils ont plus de vers de terre ou... Ça, vous l'aviez pris au départ, vous l'avez découvert, cet utilitarisme, le terme n'est pas bon. Je pense qu'on l'a sans doute... je pense qu'on l'a un peu... On le savait au départ. Ouais. Alors, on a 2 programmes vraiment milieu agricole. Un qui est vraiment parti de la base, on va dire, ou en tout cas du terrain à proprement dit, qui est parti du ministère de l'Agriculture. Donc, il y en a un qui prend beaucoup plus en compte les questions de sensibilisation et de retour aux observateurs, et l'autre beaucoup moins. Enfin voilà, c'est des marches ascendantes, descendantes. Voilà, mais après au-delà de ça, je pense que c'est très important aussi de pointer l'aspect pédagogique des sciences participatives sur la démarche scientifique, et sur l'apprentissage de la démarche scientifique. Et ça permet tout de même en tout cas sur plein de questions, peut-être un peu tendues ou un peu complexes. Enfin, ça permet de montrer la complexité des questions de recherche, et donc aussi de désamorcer peut-être des peurs ou des... Voilà, plusieurs fois, on a eu des agriculteurs ou des conseils agricoles qui étaient un peu méfiants sur ce qu'on pouvait... les raccourcis qu'on allait pouvoir faire avec les données. Et effectivement, en expliquant que, en fait, on va prendre en compte à la fois le paysage, le travail du sol, les amendements, les rotations, la météo, enfin, tout un tas de facteurs. Voilà, la démarche d'analyse de données et tout, ça permet aussi de se comprendre et de rassurer un peu. Alors avec un petit bémol quand même, on l'a vu pendant le confinement, qui n'a vu sur les plateaux télé que se succéder des scientifiques qui ont fait part de leurs incertitudes qui ont été vécues par la population dans toutes les études d'opinion mais en fait ils ne savent pas. La démarche scientifique a pu faire peur, en tout cas au début, et du coup l'opinion publique s'est assez vite prosternée devant les donneurs de leçons, les grands facilitateurs, les grands gourous, parce qu'ils considéraient que non, la science doit dire la vérité, doit être certaine. Et on ne comprenait pas au départ, c'était très intéressant, une étude a été faite là-dessus, les citoyens ne comprenaient pas au départ qu'on pouvait se contredire d'un jour à l'autre au fil de l'avancée de la science. Donc est-ce que ça ne peut pas faire peur aussi de voir la démarche scientifique, de voir le niveau d'incertitude? La science, c'est l'incertitude, il n'y a que la religion qui travaille sur la certitude. Est-ce que ça ne peut pas faire peur aux citoyens, au contraire? Sans doute. Ça peut aussi un peu décourager, je pense. Mais voilà, mon opinion, c'est qu'il faut, en tout cas, être capable très franchement de dire je ne sais pas. Ah oui, ça c'est dur à dire. Voilà, je ne sais pas, on ne sait pas. C'est très dur à dire ça. Sur les plateaux télé, je ne connais personne qui est capable de dire je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas grand monde qui est capable de le faire. Mais c'est une non-réponse qui est pas toujours qui est pas agréable à recevoir pour ceux qui posaient la question. Mais effectivement, il y en a certains qui sont rassurés par le fait de voir que en fait, la question elle est très complexe, les données sont très complexes et qu'on ne va pas pouvoir
sortir des résultats à l'emporte-pièce. Ça, c'est rassurant. Et puis d'autres qui, sans doute, sont plutôt déçus par... Une petite dernière pour la route, mesdames, messieurs. Oui. Bonjour, rebonjour. Donc Blandine Lemercier d'Agrocampus Ouest à Rennes. Moi, je voudrais juste revenir très rapidement sur les différents maillons, finalement, de la chaîne dans les projets de sciences participatives. On voit bien, d'un bout, il y a les chercheurs et de l'autre bout, il y a les usagers. Mais moi, ce que je perçois, et ce qu'a dit un petit peu notamment Sophie, c'est que les chercheurs ne peuvent pas tout et les usagers non plus ne peuvent pas tout. Et que finalement, on a dit que le temps de la recherche n'était pas le temps des usagers parce que c'est un temps qui est plutôt long, etc. Mais pour nuancer un petit peu, c'est un temps qui est à la fois long mais aussi court. Les scientifiques travaillent beaucoup à l'échelle de projets, ça a été vu, ça a été dit. Et du coup, les projets de sciences participatives, pour qu'ils fonctionnent, on a dit qu'il y a besoin de fidéliser un public, il y a besoin de s'inscrire dans la durée, d'animer, et ça se fait pas à l'échelle d'un projet scientifique. Donc pour moi, les projets scientifiques, ils sont plutôt là pour initier une démarche. Et puis je trouve il faut qu'à un moment donné, il y ait des structures comme la FES ou Viginature ou d'autres qui s'emparent en fait de ces projets initiés par la science, non pas pour jouer le rôle de scientifique, c'est pas ça la question, mais pour être là comme facilitateur et animateur. Et ça, je pense que c'est important parce que l'écueil de beaucoup de projets de sciences participatives, c'est des projets qui s'arrêtent, on l'a dit, faute d'animation. Et moi, je crois beaucoup, on l'a vu ce matin avec Romain, aux projets qui s'auto-entretiennent, en fait, où on lance une roue, et puis après, on crée une communauté suffisamment nombreuse et dynamique pour que les usagers deviennent eux-mêmes aussi des facilitateurs et gagnent en compétences aussi, parce que c'est pas en faisant 2-3 sites qu'on va monter en compétences, c'est en multipliant les observations. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire de ça après, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on trouve un moyen de se fédérer et d'avoir des structures comme ça, facilitatrices et relais, pour que nos projets, nos programmes jouent leur rôle. Merci. Merci Blandine pour pour recaler un peu ça. Moi, j'ai souffert longtemps du manque de reconnaissance du statut de médiateur scientifique. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand je me présente en tant que médiatrice scientifique, on me dit mais il y a beaucoup de conflits entre la recherche et la société, comme si on devait résoudre des conflits. Bon, ça arrive parfois, et ça rejoint ce que disait Lionel tout à l'heure. Mais de consolider en tout cas ce statut professionnel de médiateur scientifique, pour moi, c'est vraiment un enjeu parce que ce langage commun et cette construction commune qui en découle dépend vraiment de ça, quoi. Allez, encore une question. Il n'y en a plus. Alors moi, j'ai juste une réflexion à vous écouter tous et toutes. Je me demande si à force de sciences participatives, tout ça ne va pas polymériser jusqu'à ce que les citoyens demandent à participer aux choix scientifiques, à faire partie des conseils scientifiques de labo, d'université, après tout, à force de faire participer les gens, avec des gens qui disent qu'ils ne sont pas écoutés. Est-ce que demain, sur tout sujet scientifique, il faudra demander l'avis des gens? En tout cas, les gens voudront imposer leur avis, ou en tout cas qu'on les écoute sur vous, votre travail de chercheur au quotidien. Pascal? Je pense que ça se fait déjà. Ah oui, oui, il y a des structures, notamment des laboratoires d'excellence, qui sont des fruits des programmes d'investissement d'avenir qui ont été créés dans les années 2011, qui ont pour certains un conseil d'usagers, mais plutôt du côté de la société civile, et qui sont impliqués dans certaines décisions qui sont prises dans ces structures. Donc, qui sont des structures portées par la recherche, avec une vocation recherche forte, un peu valorisation, mais la dimension impact sociétal est intégrée dans la gouvernance. Ce qui veut dire que les citoyens participants ont leur mot à dire sur les orientations scientifiques, sur les programmes de recherche? Participent à la réflexion. Après, je ne sais pas à quel point les échanges sont générateurs de revirements, mais au moins il y a cette phase de discussion qui inévitablement enrichit les perspectives qui sont proposées derrière. Mais ça existe déjà en partie. Bon, enfin, en tout cas, ayez-le en tête dans une société, comment dirais-je, qui commence à considérer la science de la même façon que les politiques et les journalistes.
comme quelque chose dont les découvertes ne sont pas forcément gage de bien et d'avancée pour la société. Il y a un courant anti-scientifique qui se développe dans la société, quels que soient les milieux sociaux, et y compris chez mes confrères journalistes. Moi, je vous dis méfiance, méfiance. Moi, j'entends parfois des trucs sidérants. Enfin, on voit bien que le succès d'un Raoult et compagnie, mais il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup. Et ça a commencé il y a très longtemps avec Claude Allègre. Je ne comprends pas comment ce type-là n'a pas été viré direct, ainsi que Courtillot, vu le nombre de conneries qu'il racontait à la télé. Et puis n'oubliez pas que les médias aiment bien les débats très clivants, A contre B, noir contre blanc, même si on a un Courtillot qui faisait 8 publications face à un Jouzel avec qui j'étais à l'époque sur beaucoup de chaînes télé qui représentaient 4500 scientifiques. Pour la presse, c'est exactement la même chose. Voilà, Raoult, Delfrécy, c'est pareil. Enfin, méfiez-vous de ça. Moi, en tout cas, ça me fait peur. Voilà, je termine sur cette note complètement déprimante pour vous remercier, mesdames,